le parlementarisme, la démocratie, les droits de l'homme, auxquels Schmitt voulait substituer ce qu'il a appelé Totalstaat, que en fait on a découvert ensuite sous le nom d'État totalitaire avec les travaux d'Hannah Arendt. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, évidemment, il n'en va pas tout à fait de même, même si Schmitt a eu un certain succès, mais enfin critiqué. La catastrophe et la faillite du nazisme, interdisant de le prendre comme modèle, pour les contempteurs de la démocratie, eh bien, ont trouvé, si vous voulez, une autre entrée qui est de faire autrement, de faire mieux, en attribuant tout simplement aux démocraties, n'est-ce pas, ce qu'on a reproché aux États totalitaires, et en proclamant que la démocratie n'est rien d'autre, n'est-ce pas, que, au fond, ce qu'on a connu dans les États totalitaires. Et nous commençons donc, cher Alexis, par le texte de Giorgio Agamben. Nous vous écoutons. Le camp comme nomos de la modernité. Le camp est l'espace qui s'ouvre lorsque l'état d'exception commence à devenir la règle. Personne ne l'a exprimé plus clairement que Carl Schmitt. Le camp est l'espace de cette impossibilité absolue de décider entre fait et droit, entre normes et applications, entre exceptions et règles. Ce à quoi le gardien ou le fonctionnaire des camps est confronté, ce n'est pas un fait extra-juridique. Au contraire, chaque geste, chaque événement dans le camp, du plus banal au plus exceptionnel, opère la décision sur la vie nue qui actualise le corps biopolitique. Si l'essence du camp consiste dans la matérialisation de l'état d'exception et dans la création qui en résulte d'un espace où la vie nue et la norme entrent dans un seuil d'indistinction, il faudra alors admettre qu'on se trouve virtuellement en présence d'un camp chaque fois qu'est créée une telle structure, indépendamment de la nature des crimes qui y sont commis. On appellera donc camp aussi bien le stade de Bari, où en 1991 la police italienne entassa provisoirement les immigrés albanais clandestins avant de les envoyer dans leur pays, que le vélodrome d'hiver, où les autorités de Vichy rassemblèrent les Juifs avant de les remettre aux Allemands. Et que les zones d'attente dans les aéroports internationaux français, où sont retenus les étrangers désireux de se voir reconnaître le statut de réfugié. Dans chacun de ces cas, un lieu apparemment anodin délimite en réalité un espace où l'ordre juridique est en fait suspendu et où commettre ou non des atrocités ne dépend pas du droit, mais seulement du degré de civilité et du sens moral de la police. Les camps apparaissent quand l'État est soumis à une crise durable et qu'il décide de prendre directement en charge la vie biologique de la nation. En même temps que les nouvelles lois sur la citoyenneté, sur la perte de nationalité des citoyens, non seulement les lois de Nuremberg sur la citoyenneté du Reich, mais aussi les lois sur la dénaturalisation des citoyens promulguées par presque tous les États européens entre 1915 et 1933. L'écart croissant entre la naissance, autrement dit la vie nue, et l'État-nation constitue le fait nouveau de la politique de notre temps, et c'est cette disjonction que nous appelons camp. Giorgio Agamben. Alexis. Alors, d'abord quelques mots sur Agamben. C'est un philosophe italien qui a suivi une formation auprès des séminaires de Heidegger, qu'il a suivi, qui a été un grand lecteur de Carl Schmitt, mais qui a aussi lu avec attention Michel Foucault, Walter Benjamin et d'autres auteurs. Et il a acquis aujourd'hui, en particulier dans l'extrême gauche, n'est-ce pas, de la vie politique et de la pensée, une autorité incontestable. Et donc, il est très intéressant, évidemment, d'étudier ce qu'il nous dit, n'est-ce pas. Alors, au fond, je dirais que dans le titre, le camp comme nomos de la modernité, eh bien, il y a véritablement l'essentiel de son propos, c'est que le camp est le nomos, c'est-à-dire la règle, n'est-ce pas, de la modernité de la politique occidentale, ce qui implique d'abord, pour commencer, très simplement, qu'il n'y a aucune opposition, selon lui, entre les démocraties, les républiques démocratiques, d'un côté, et les régimes despotiques, les dictatures, les régimes totalitaires. Tout cela est la même chose. Et donc, choisir le camp, mais choisir, si vous voulez, au fond, ce symbole, ce modèle du camp,
je dirais, c'est faire un pas de plus, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la démocratie, dans la politique, entre la démocratie et le régime fasciste. Donc, il établit, vous l'aurez entendu, une équivalence entre les camps d'internement à Bari faits par l'État italien en 1991 pour interner des migrants albanais, le Veldiv du maréchal Pétain où on a entassé les familles juives avant de les déporter à Auschwitz et dans d'autres camps d'extermination, et donc finalement avec les camps d'extermination nazis. Alors, au-delà, évidemment, du caractère absolument provocateur, n'est-ce pas, d'une telle assertion, eh bien, il faut regarder sur quel argument Agamben établit, au fond, cette identité, cette équation entre les camps pour en faire la règle, dit-il, n'est-ce pas, de la modernité. Eh bien, alors, sur 3 points. D'abord, les arguments d'Agamben, c'est la conception qu'il se fait du droit et de la règle. Premier point. Deuxièmement, l'idée qui est la sienne du pouvoir d'État comme état d'exception. Tout cela figure dans ce texte. Et troisièmement, la relation entre le pouvoir et l'homme autour de ce qu'il appelle la vie nue. Alors, très rapidement, si vous me le permettez, chers amis, le droit. Eh bien, à la suite de Carl Schmitt, n'est-ce pas, Agamben se livre à une attaque en règle contre le droit, et c'est pas du tout par hasard qu'il a mis en exergue de son œuvre la plus connue, Homo sacer, Savigny, qui dit, n'est-ce pas, qui dit que Savigny, le droit n'a aucune existence en soi, n'est-ce pas? Et donc, si vous voulez, c'est un point de vue qui évidemment s'oppose au droit politique français et anglais, qui est au fondement des républiques et des démocraties modernes. Pour Agamben, ce qui compte, ce n'est pas le droit, n'est-ce pas? Ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Et là, deuxième aspect, son idée du pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Eh bien, le pouvoir repose sur l'état d'exception. Là, ici, tout le monde aura reconnu un emprunt direct à Carl Schmitt, puisque Carl Schmitt a déclaré que est souverain celui qui décide dans la situation exceptionnelle. Et donc, contre l'idée, au fond, politique assez ancienne, celle d'Aristote, enfin, de tous les penseurs républicains, eh bien, le pouvoir n'est pas seulement fondé sur la décision, mais d'abord et avant tout sur le bien commun, l'intérêt général, la loi, n'est-ce pas? Eh bien, pour Agamben, ce n'est pas du tout le cas, car le modèle, n'est-ce pas, du pouvoir, pour lui, le seul modèle, c'est l'impérium, c'est l'empire. Et donc, la relation entre le pouvoir et l'homme, eh bien, est réglée par l'impérium. Et cet impérium, quel est son attribut d'après Agamben, et d'ailleurs d'après les bons auteurs, c'est de mettre à mort par le droit de vie et de mort, le jus vitae nequisque, l'individu qui est en son pouvoir. Parce que l'impérateur à Rome, c'était le chef militaire, mais c'était aussi, il y avait aussi, n'est-ce pas, de la part du chef de famille, un droit de vie et de mort. Bref. Mais donc c'est un droit, au fond, l'impérium, c'est un droit sur la vie, et c'est ici que Agamben explique, n'est-ce pas, sa conception, au fond, du membre de la cité politique occidentale depuis Rome, c'est qu'en vérité, pour lui, eh bien, le modèle, ce n'est pas, au fond, l'homme et le citoyen, le modèle, c'est l'homo sacer. Et alors, je dirais tout de suite ici que Agamben ne se prive pas de détourner véritablement Aristote, parce qu'il dit avec une parfaite inexactitude que Aristote fait du chef de famille justement un despotès, c'est-à-dire le maître de l'esclave. Or, si vous lisez attentivement la politique au livre 1, vous verrez qu'Aristote a pris un grand soin de distinguer entre le maître de l'esclave, dans la famille, dans l'économie, n'est-ce pas, et le père de famille, en ce qu'il est époux, où dit Aristote, la relation entre époux, c'est une relation qui est en fait politique, c'est-à-dire qu'en fait, elle est fondée sur la loi, et où la relation avec les enfants, où, dit-il, le père de famille se conduit comme un roi, mais pas comme un despote. Ensuite, évidemment, en détournant très profondément, s'appuyant sur Carl Schmitt, la conception classique, n'est-ce pas, de la souveraineté, chez Bodin comme chez Hobbes,
elle n'est pas fondée sur l'idée de l'impérium romain, parce que son horizon n'est pas la mise à mort, mais exactement l'inverse, n'est-ce pas? Puisque, par exemple, chez Hobbes, on peut dire que l'impérium mute, n'est-ce pas? Puisque la puissance législative devient la puissance prééminente qui permet d'arbitrer les conflits. Et donc, chez Hobbes, déjà, la puissance prééminente, c'est la puissance de la législative et non la puissance de la mise à mort. Et chez Spinoza et Locke, c'est mieux encore, puisque eux estiment qu'il ne faut pas trop concentrer cette puissance entre les mains d'un seul souverain, et par conséquent, ils proposent une distribution des pouvoirs. Donc, alors, je reviens maintenant à l'homme, n'est-ce pas? L'homme dans la politique, l'homo sacer, eh bien, il est lui aussi, n'est-ce pas? Il est à l'opposé de l'homme tel que se le représente l'humanisme dans le droit politique moderne. Et d'ailleurs, le modèle dont s'inspire Agamben, c'est pas le modèle de la religion biblique ou évangélique, c'est le modèle au fond, c'est un modèle du paganisme, c'est le modèle romain, n'est-ce pas? De l'homo, au fond, de l'homme qu'on veut mettre à mort, l'homo sacer. Et donc, ce n'est pas celui qui est tiré de la Bible et des évangiles, mais c'est celle qui est tirée, au fond, de l'animalité dans le droit et dans la religion romaine. Et pour lui, eh bien, la vie humaine et dans le droit politique classique, qui est une des bases, n'est-ce pas, du développement des démocraties, la vie humaine est absolument fondamentale, et au contraire, l'État de droit et l'organisation de la cité politique, eh bien, est faite pour, justement, protéger cette vie humaine. Alors, on verrait encore qu'il y a un autre détournement de Foucault sur la biopolitique, mais je ne veux pas être trop longue, et donc, je veux maintenant, si vous voulez, en venir à, si vous voulez, l'utilisation de cet empire romain, n'est-ce pas, comme explication de toute la tradition du droit politique, puisque en fait, il y a la vision la construction de Giorgio Agamben, c'est le refus d'enregistrer une évolution à partir de l'Empire romain en premier. C'est donc le retour à une théologie politique empruntée au paganisme, contre la théologie politique classique empruntée à la Bible. Et enfin, c'est l'idée que l'État de droit et les droits de l'homme ont fondé l'esclavage. Or, c'est exactement l'inverse. Si on rappelle que pour Hobbes, le mobile, n'est-ce pas, du pacte, c'est d'assurer à chacun sa sûreté, et qu'à partir du moment où on assure à chacun sa sûreté, on n'a plus de droit sur la vie d'autrui. Et par conséquent, donc, vous me permettrez, après cette très schématique et très brève relation, de vous dire à quel point je suis étonnée, n'est-ce pas, mais vraiment profondément étonnée, du fait qu'à ma connaissance, en dehors de Éric Marty, n'est-ce pas, qui s'est déjà engagé dans une critique fondamentale de Giorgio Agamben et au fond de sa conception de la politique, il n'y ait pas eu plus de résistance. Je me demande, vis-à-vis de cet ennemi, n'est-ce pas, des démocraties, et je me demande si nous avons suffisamment aujourd'hui d'anticorps. Alors, Alexandre, je me tourne d'abord vers vous. Comment vous expliquez, parce que c'est ça, moi, la question qui me sidère, l'autorité qu'a acquise Agamben et le fait que, au fond, ces idées sont passées en quelque sorte comme une lettre à la poste au point de jonction entre les idées de la révolution conservatrice et les idées, au fond, de la révolution sociale. Est-ce que vous avez une explication, Alexandre? Eh bien, écoutez, je vais parler tout de suite et plus brutalement. Hein. Ce salaud intégral, parce que c'est un salaud intégral, bénéficie effectivement des vertus qui sont incontestables du peuple italien. Italiani brava gente, comme on disait. Et puis, puisqu'on va parler un peu d'autobiographie, enfin de ma famille, parlons précisément du second de Bari dont il parle, et où effectivement on a encore maintenant mis des malheureux, les Albanais précisément. Alors, le camp de Bari, effectivement, a sauvé une partie de ma famille, les Wiener de Vienne, comme le nom l'indique, et qui avaient réussi à glisser jusqu'en Slovénie, yougoslave. Et puis, à l'arrivée des troupes allemandes, ils ont senti que vraiment, il fallait absolument faire quelque chose. Donc, ils sont entrés clandestinement par une procession catholique en Italie, puisque l'Italie, à l'époque, c'était l'Istrie.
Et donc ils sont arrivés, et puis le maréchal des carabiniers les prend, et puis leur dit, mais ça ne va pas, vous devez retourner absolument, retourner, etc. Alors évidemment, ma pauvre cousine commence à pleurer en disant, mais mes enfants, etc., etc. Et puis le maréchal des carabiniers et lui se mit aussi à dire, écoutez madame, allez, je vais trouver une solution. Et il a trouvé la solution, et il les a envoyés à Bari. Là, ils se sont mariés. Et c'est donc dans ce camp de concentration terrible où ils mangeaient quand même plus bien, même si les pâtes étaient un peu cuites, Scott. Mais en tout cas, ils ont resté jusqu'en 1943 et que les Américains les libèrent. Vous voulez dire que le fascisme italien était beaucoup moins grave que le nazisme? Bien entendu, c'est ce que tous les alliés italiens se disent en disant, ah, on a beaucoup déconné avec cet imbécile de Mussolini. En plus, il nous a mis en faillite. Mais enfin, bon, les Italiens, on n'est pas les Allemands. Et c'est une vérité empirique tout à fait vraie. Et dans ces conditions, eh bien, un salaud comme Agamben en profite. Alors lui, précisément, faisons un peu de philologie. Agamben, bon, c'est un nom vénitien, parce qu'il y a beaucoup comme ça. Mais alors, d'où vient ce vénitien? Agabeg, c'est évidemment un Albanais, comme tant de militaires albanais qui ont fait l'armée de la République sérénissime. Et je connais, j'ai des amis qui m'ont le dit, et c'est de l'aristocratie albanaise, qu'on appelait les stratiotes, les soldats, qui a fait la République de Venise, et ils étaient recrutés du côté de Cattaro ou de Durazzo, qui est aujourd'hui en Albanie. Et ces gens-là, effectivement, on les a retrouvés en Italie du Sud, et beaucoup à Venise. Et Agamben, c'est un Vénitien albanais. Et bien entendu, comme d'ailleurs Monica Bellucci, la Balouche. Et ce sont des gens qui ont été italianisés, mais qui viennent effectivement de l'Orient profond. Et ce Agamben, c'est une brute albanaise qui... François, Alexandre, vous laisse la responsabilité, n'est-ce pas, des provocations que vous opposez aux provocations d'Agamben. Mais je vais me tourner vers François, si vous me le permettez. Je vais me gêner. Cher François, que pensez-vous de cette équivalence établie par Agamben entre le camp d'extermination nazi et les camps d'internement qui existent et qui sont dénoncés par toutes les associations humanitaires à juste titre. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose et que c'est la règle de la politique occidentale? Non, certainement pas. Je voudrais dire un mot sur Homo Sacer que j'ai lu. J'ai pas tout lu d'Agamben. Homo Sacer est un livre qui se lit, mais qui est évidemment une exagération et une extrapolation. Ça, c'est parfaitement clair. Alors, je veux dire quand même un mot sur Homo Sacer, l'homme sacré. Mais comme chacun sait, ce qui est sacré est à la fois au-dessus et au-dessous. Sacré veut dire intouchable, veut dire exclu, en réalité. L'origine est la suivante. Dans l'Edda, le recueil de textes scandinaves que l'extrême droite utilise à tout bout de champ, il est question d'une forme d'exil qui frappe les condamnés, criminels, etc. On les emporte sur une île boisée, on les laisse. Et on les abandonne. Alors, quiconque a le droit de les tuer, mais eux sont dangereux aussi. Donc, ils deviennent une sorte de bête sauvage. Alors, Jünger en a tiré un profit considérable, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle Le recours aux forêts, enfin, Der Waldgänger, où lui retourne, si on veut, la chose à son profit. C'est vrai aussi dans Les Falaises de marbre. Il dit, au fond, voilà ce que je suis. Moi, je suis l'anarque. Alors, ce qu'a fait Agamben à partir de là, sur l'homo sacer, c'est-à-dire l'homme qui est en fait privé des droits civiques, aurait très bien pu être un plaidoyer pour les droits civiques. Mais c'est le contraire qui arrive. C'est un plaidoyer contre les droits civiques, puisqu'il laisse l'homme nu, comment dire, comme une sorte de bétail utilisable, corvéable à merci. Et il suggère effectivement que c'est la même chose qu'un camp d'extermination, ce qui est entièrement faux, puisque ces camps dont on parle sont en fait surveillés par la Croix-Rouge. Enfin, bon, ils ne sont pas à ce point à la bombe. Merci beaucoup. Alors, Alexis, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces idées C'est très simple. d'Agamben? C'est très simple. Et de son autorité? Alors, il y a 3 points. Premier point, le continuum entre les camps de rétention de migrants, aussi désagréable que soit cette réalité, je suis le premier d'ailleurs à désavouer le discours anti-migrant qui peut fleurir ici ou là. Néanmoins, les comparaisons avec des camps qui étaient des prodromes à une extermination,
type le Veldiv. Nous allons bientôt commémorer les 80 ans de la rafle dite du Veldiv, des 16, 17 et 18 juillet 1942. Elle est non seulement indéfendable philosophiquement, mais elle est ignoble moralement. Enfin. C'est évident, c'est ignoble. C'est-à-dire que c'est comparer des mesures policières éminemment critiquables. Je suis le premier à penser qu'on peut les critiquer. On doit les critiquer. On doit les critiquer, du point de vue d'un républicanisme progressiste, avec un projet d'extermination génocidaire fondé sur des critères, entre guillemets, d'irratio. Donc, évidemment, sur le plan philosophique, attendez, comme sur le plan moral, c'est invalide. Il y a un deuxième point que je voulais souligner, parce qu'il ne faut quand même pas peut-être jeter l'ensemble du bébé Agamben avec l'eau du bain de notre indignation par rapport à l'extrait que vous avez si justement choisi, Blandine Kriégel. Un point. J'ai lu là, en décembre dernier, son dernier livre, qui est traduit chez Rivage, « Quand la maison brûle ». Il n'est pas consacré au camp, ni non plus au mot sacer. Il est consacré à la crise écologique et sanitaire planétaire que nous traversons. D'ailleurs, nous en avons, encore une fois, des illustrations avec les chaleurs extrêmes que connaissent les villes d'Europe. Alexandre Adler a récemment écrit dans Actualité juive un article, à mon avis, très précis sur cette question. Nous sommes dans une crise écologique globale. Certainement. Voilà, donc je sauverai, à titre personnel, l'heideggerisme New Look d'Agamben pour penser ce phénomène. Il ne le pense pas quand la maison brûle en termes complotistes, mais simplement en termes de dérèglement systémique de la mondialisation. Ça, jusqu'à nouvel ordre, on a le droit de le dire. Il ne dit pas qu'on transforme nos sociétés en des immenses camps, c'est pas du tout son propos. Il dit en revanche... C'est son propos. Non, mais là je vous cite cet autre livre pour dire que tout n'est pas comme ça. Et donc, effectivement, il réfléchit, en écologiste radical, biberonné au heideggerisme, sur les ravages d'une conception totalement anthropocentrique de notre maîtrise de la nature. Et d'ailleurs, en ce sens, il rejoint vos intuitions sur le caractère extrêmement nocif du cartésianisme sur la durée. C'est pas une intuition. Oui, non, mais deuxième point. Troisième point. Alors, pourquoi cette impunité ? Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui une séduction de la radicalité dans la vie intellectuelle. Et comme nous n'avons plus, au fond, d'alternative sociale réelle, d'ailleurs, chaque fois qu'il y a une alternative sociale, elle est cassée, il faut dire les choses comme elles sont, par les tenants du « there is no alternative ». Eh bien, la radicalité plutôt, se réfugie dans la sphère idéologique, dans la sphère de la pensée, qui n'embraye pas sur le réel, mais on se fait plaisir. On se fait des petits orgasmes, vous voyez. Et donc, je crois que Agamben est une forme, si vous voulez, d'ersatz, de jouissance, de changement. Et comme on ne peut plus changer le monde, eh ben, on pratique cette espèce de radicalité purement verbale et rhétorique où on se fait plaisir, mais finalement, on ne répare rien, on ne ticounise rien. Merci beaucoup, Alexis. Alors, nous allons continuer cette discussion sur les ennemis de la démocratie dans l'émission du 28 juillet. Merci beaucoup, Alexis.